Bonjour à tous, je suis Claire Louvrier du programme Innovavenir. Vous êtes bien ici pour le challenge Innovavenir. Pour que je vous fasse une petite formation sur la démarche du design thinking. Ce que je vous propose dans un premier temps, je vais commencer par vous remettre un petit peu le contexte du challenge, vous expliquer le design thinking, et puis dans un second temps, je répondrai à vos commentaires, on pourra échanger s'il y en a. Voilà, si vous avez des questions, etc., je ferai en sorte de pouvoir y répondre parce que c'était le but également. Donc, dans un premier temps, je vais remettre dans le contexte. Donc, du coup, je me représente pour ceux qui arrivent parce que je vois qu'il y a des nouveaux arrivants en cours de route. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont présents, d'avoir pris un petit peu de votre temps durant vos vacances scolaires pour certains d'entre vous. Pour visionner cette petite formation, je vais essayer d'être assez rapide et que ce soit assez clair. Donc, moi, du coup, je suis Claire Louvrier du programme Innovavenir et c'est avec moi que vous avez pu échanger notamment sur le challenge Innovavenir. Et donc, c'est avec moi que vous allez suivre un petit peu l'aventure durant toute cette année scolaire. Donc, si aujourd'hui, je vous ai proposé cette conférence sur la méthodologie du design thinking, donc qui est la méthodologie qu'on vous propose pour travailler avec vos élèves dans le cadre du challenge, donc notamment sur l'identification d'une problématique en lien avec la thématique de la ville solidaire. Donc, pour rappel, simplement, ce thème de ville solidaire, il peut se décliner sous différentes dimensions, donc la dimension environnementale, celle de l'alimentation, du lien entre les habitants également, de la mobilité, de la santé ou encore des sports et des loisirs. Je sais, j'ai déjà eu des retours comme quoi parfois ces notions, elles peuvent paraître abstraites, notamment pour les élèves. Quand on leur parle d'environnement, de mobilité, c'est pas forcément très clair pour eux. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre plutôt un exemple d'une situation concrète. Et par exemple de leur dire, de leur donner la notion de déchets dans la rue, qui est vraiment une situation concrète, et de leur dire, les déchets dans la rue que vous pouvez constater, ça c'est une notion environnementale. De développement durable. Donc pour que ce soit plus concret pour eux que quelque chose d'abstrait quand on parle d'environnement, de lien entre les habitants. Donc, prenez un exemple d'une situation, de plusieurs situations concrètes pour qu'ils puissent un petit peu, eux, se situer et se dire, ah, donc la notion environnementale, ça regroupe tel problème, telle problématique, etc. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez faire le lien entre cette abstraction et quelque chose qui va être beaucoup plus concret pour eux, quelque chose qu'ils auront pu observer dans la vie de tous les jours. Donc, je reviens rapidement aussi sur l'objectif final du challenge. Donc, en participant à ce challenge, l'objectif, c'est que les jeunes réalisent donc soit une application ou un site web à impact social. Donc, l'idée, c'est de rendre les jeunes acteurs de leur ville, qu'ils s'emparent vraiment pleinement de leur rôle de citoyen en essayant de résoudre un problème qu'ils auraient pu observer. Je reviens aussi rapidement sur le contexte du challenge pour vous rappeler qu'il s'étend, donc c'est la deuxième édition du challenge, et il s'étend cette année au niveau national, donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois des établissements qui viennent d'Île-de-France, mais également donc de la région de Nantes, de Lyon, de Bordeaux et de Strasbourg. Donc pour ces régions, c'est une expérimentation, donc bienvenue à vous. L'année dernière, on l'a fait uniquement en Île-de-France et là, cette année, on l'étend au niveau national. Normalement, j'ai eu chacun d'entre vous au téléphone, donc chaque enseignant, j'ai pu échanger une première fois avec vous par téléphone ou par mail si ça s'est pas encore fait, mais normalement j'ai pu échanger avec chacun d'entre vous. Donc je sais que vous avez tous plus ou moins commencé à travailler sur le challenge ou à en parler notamment aux élèves de ce projet. Certains ont commencé à réfléchir à des idées de thèmes, d'autres sont déjà un peu plus avancés sur des problématiques. Certains ont juste un petit peu commencé à parler brièvement du contexte du challenge. Donc, vous êtes plus ou moins tous avancés dans ce travail, donc en fonction de chacune des classes. Et il n'y a aucun souci, vous êtes tous dans la même phase. Donc, tout est normal que chacun soit un petit peu à une avancée différente. Mais c'est la première phase. Donc, on est un petit peu dans la phase d'identification, on tâte le terrain. Et dans cette première phase,
voilà, où vous commencez un petit peu à en parler aux élèves, à discuter du thème sur lequel ils vont pouvoir travailler. Donc cette première phase s'étale jusque décembre et à l'issue de cette première phase, il y aura la phase donc de la journée dite de hackathon, donc en décembre, où là des porte-paroles de chaque classe, donc des représentants de chaque classe participante viendront présenter leurs idées, ce sur quoi ils auront pu travailler durant ces premières semaines. Voilà, quelles idées, de thèmes auront pu émerger. Voilà, ils vont présenter un petit peu tout ça, toute la première réflexion qu'ils auront pu avoir. Ils vont, à l'issue de cette journée, tenter de repartir avec un plan d'action qui sera vraiment clair, bien défini pour après la phase de prototypage. Donc normalement, vous avez tous vos dates de hackathon qui sont spécifiques en fonction de chaque ville. Donc il y a voilà là, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, on a chacun une date bien précise, donc qui s'étale sur les 2 premières semaines de décembre. Donc voilà, je vais revenir un petit peu plus précisément après sur ces grandes étapes, mais c'était juste pour remettre déjà dans un premier temps dans le contexte. Je voulais également vous parler de la plateforme en ligne du challenge, donc le site internet qu'on a créé spécifiquement pour le challenge, que vous devez normalement tous avoir plus ou moins consulté. Voilà, normalement, je vous en ai tous je vous ai tous parlé de l'existence de ce site internet où on met à disposition bon nombre de ressources pédagogiques notamment, et notamment sur la démarche du design thinking. Donc voilà pourquoi j'insiste aujourd'hui, je me permets d'en reparler un petit peu parce que je pense que c'est vraiment important que vous preniez connaissance de cette plateforme qui est vraiment mise à votre entière disposition et on essaye d'y mettre beaucoup de ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore pris le temps de pouvoir la consulter, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer un petit peu en quoi consiste, enfin à quoi ressemble la plateforme. Donc hop, je vais faire un partage d'écran. Voilà, présenter à tout le monde. Et hop, donc ne vous inquiétez pas, vous voyez des choses assez étranges pour le moment, c'est normal. Hop, voilà. Donc là, normalement, vous voyez tous mon écran. Donc là, on est sur la plateforme du challenge. Donc ça, c'est la première page. Donc, il y en a certainement qui l'ont déjà vu. Voilà, mais je me permets juste de vous la remontrer. Donc ça, c'est la page d'accueil. Puis, il reprend un peu le contexte. Et on a fait un petit retour en image sur ce qui a pu être fait l'année dernière. Donc, les 2 grands événements. Donc, la journée de hackathon. Donc, l'année dernière, il y a eu une seule journée qui était la journée du 1er décembre puisque c'était des établissements uniquement en Île-de-France. Et puis, la journée de jury. Donc, ça, c'est les 2 grands événements. Voilà, on retrouve la thématique, le livrable, les objectifs. Enfin, voilà, l'ensemble des informations normalement que vous devez avoir. Et ce que je voulais notamment vous montrer et qui me semble important, c'est la partie ressources ici et méthodologie. Donc, notamment, j'en ai parlé à pas mal d'entre vous, mais bon, voilà, peut-être que parfois j'ai oublié de le mentionner ou que c'était pas forcément très clair. Donc, je me permets de vous le remontrer là tout de suite. Donc, voilà, dans cette partie méthodologie, il y a toutes les ressources notamment sur la démarche du design thinking. Donc, qu'est-ce que c'est que, voilà, vous pourrez retrouver la définition du design thinking et ensuite vous y retrouvez toutes les ressources qu'on vous conseille très fortement d'utiliser et qui vous seront très utiles pour toutes les phases du challenge et notamment pour cette première phase d'identification d'une problématique. Je pense que là, c'est vraiment le moment le plus pertinent pour utiliser tous ces outils. Donc voilà, vous les retrouvez ici, notamment, donc là, vous avez 3 documents, 3 PDF. Donc, il y a le manuel en version longue, il y a le manuel en version courte. Donc, voilà, c'est le même manuel, mais plus détaillé dans une version avec voilà, un détail plus important. La partie introduction et puis toutes les fiches outils. Donc là, vous verrez dans les manuels, on vous parle de certaines fiches outils. Et bien, c'est ici, dans le PDF fiches outils, que vous allez retrouver voilà, tous les outils qui pourront être utilisés pour chacune des 4 phases. Donc, voilà, je vous suggère fortement d'aller y jeter un œil, de vous en imprégner. Je vais au fur et à mesure là, de la formation, je vais un petit peu vous montrer l'intérêt, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour que vous compreniez mieux. Donc du coup, l'objet de cet échange aujourd'hui, ça va être d'approfondir avec vous cette notion de design thinking pour vous permettre de maîtriser au mieux cette démarche et de l'utiliser
non seulement dans le cadre du challenge Innovavenir, mais aussi dans l'ensemble de vos enseignements. En effet, vous allez vous rendre compte qu'il est, voilà, c'est pas forcément nécessaire pour vous de l'utiliser que dans le cadre du challenge, mais que ça peut être tout à fait pertinent de l'utiliser dans, voilà, dans différents cadres, dans différents enseignements, parce que voilà, c'est une démarche qui est relativement pertinente. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez par la suite, là notamment, accompagner vos élèves de manière empathique en instaurant un cadre à la fois basé sur la confiance et la coopération. Donc, voilà un petit peu les maîtres mots du design thinking. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est que la méthodologie du design thinking. Donc, je vais refaire un petit switch avec mon écran où là, pardon, je vais vous partager un PDF avec, voilà, comme ça, vous allez pouvoir avoir un visuel, ça sera un petit peu plus interactif pour vous, vous allez avoir un support en même temps. Donc, hop, je repartage mon écran. Et voilà. Donc, la démarche du design thinking, elle permet de travailler sur des projets innovants avec les élèves en adoptant une posture particulière et en travaillant avec eux sur des projets qui sont réellement pertinents pour la société et pour la communauté qui les entoure. Donc, qu'est-ce que c'est que le design thinking? Donc, c'est l'une des démarches identifiées comme ayant le potentiel de mettre en capacité les acteurs donc éducatifs pour mener des projets dits innovants et pour changer un peu la façon d'outiller le travail et la façon dont travaillent également les élèves. Donc, juste pour un petit retour en arrière, c'est une démarche qui est née dans les années 70. Elle a été utilisée notamment dans le domaine de l'industrie pour changer un peu la façon dont on concevait les choses. Donc, vous allez voir que ça a une petite histoire déjà. Et justement, je voudrais vous donner une petite anecdote, un petit exemple. Donc, notamment sur la différence de conception d'une autre démarche du design thinking dans l'industrie. Donc, c'est quand vous prenez une chaise, par exemple, et que vous êtes un designer, simple designer, on va dire, bah vous vous dites « Ah, elle est belle cette chaise, je vais faire, ah c'est beau, je vais faire une chaise comme ça ». Et donc ça, c'est la position d'un designer. Quand vous êtes un designer qui utilise la démarche du design thinking, vous allez plutôt vous interroger, mais en vous disant, mais en effet, quel est le besoin de l'utilisateur pour de vrai? Plutôt que de s'axer sur l'esthétique. Et là, vous allez vous dire, en tant que designer qui utilise la démarche du design thinking, que vous allez faire une chaise. Imaginons que vous souhaitiez concevoir une chaise pour les personnes âgées. Vous allez observer, du coup, les personnes âgées. Vous allez leur demander quels sont leurs besoins. Et vous allez mener une enquête pour comprendre la problématique de ces personnes âgées et pour concevoir une chaise qui leur sera adaptée, qui sera adaptée à leurs besoins. Donc, contrairement à une chaise qui est belle, elle sera, elle, fonctionnelle et adaptée aux besoins de l'utilisateur. Et donc, la façon de procéder, c'est d'aller directement sur le terrain, c'est de comprendre directement les problématiques des personnes concernées pour y apporter une solution pertinente aux besoins identifiés. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, la démarche du design thinking, elle est pour vous faire comprendre qu'elle est ancrée dans les besoins. Vraiment. Voilà, ça, c'est le premier aspect à avoir en tête. Elle permet donc de résoudre des défis de façon optimiste et pertinente. Donc, c'est donc une méthode de conception qui est collaborative et qui permet d'adopter des solutions concrètes et innovantes aux problématiques et qui se base du coup sur l'écoute des besoins des personnes. Donc, la démarche, la méthode du design thinking, c'est également une solution dite empathique. Donc, voilà pourquoi je vous montre cette slide. Donc, pour la petite histoire, donc un Doug Dietz, qui est un designer industriel, voilà, il a conçu des équipements d'imagerie médicale.
Donc, c'est notamment lui qui a conçu l'IRM. Et une fois, il s'est rendu compte, quand il s'est rendu à l'hôpital et qu'il a regardé un de ces appareils d'IRM qui était en cours d'utilisation, il a vu une jeune famille arriver et il y avait une petite fille qui devait passer un IRM et cette petite fille pleurait et elle était totalement terrifiée. Donc, le père essayait de la rassurer en lui disant que ça allait bien se passer. À ce moment-là, quand Doug Dietz il a vu cette situation, il a été vraiment déçu et surpris par la réaction et d'apprendre à l'issue de ça que près de 80% des patients du service pédiatrique devaient être sous sédation pour affronter justement l'appareil d'IRM. Donc pour lui, ça a été une réelle déception. Parce que de base, il était fier de cet appareil, mais il s'est rendu compte qu'en fait, les enfants notamment étaient apeurés et que du coup, on devait solliciter des anesthésistes pour mettre sous sédatif les enfants. Donc, du coup, il a pris l'initiative à l'issue de cette situation de refonder un petit peu ses machines et de faire quelque chose de plutôt un peu extraordinaire. Donc, en refondant un petit peu tout ce que représente le fait de passer un scanner, mais pas seulement la machine, mais à la fois la salle entière. Donc, il a transformé, en fait, comme vous pouvez le voir avec l'image de gauche, un simple scanner, en une aventure pour les enfants, puisqu'il a à la fois peint les murs et la machine, et pour que ça puisse représenter un bateau de pirates et que l'enfant, on lui dise qu'il est en train de vivre une super expérience. Une aventure, c'est une histoire, et en essayant de leur dire, écoutez le bruit, le mouvement du navire, et en leur disant, là tu vas aller dans le bateau de pirates, ne bouge pas du tout, fais attention parce que nous ne voulons pas que les pirates te trouvent, etc. Donc à l'issue de ça, en fait, on s'est rendu compte que les résultats ont été totalement radicaux et on est passé de 80% des enfants qui devaient être sous sédation à quelque chose comme 10% au final des enfants. Donc voilà, le résultat a été totalement bénéfique au niveau qualitatif puisque à l'issue de ça, les enfants ressortaient et demandaient à leurs parents d'y retourner le jour suivant. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer que le design thinking, c'est une solution qui est empathique, vraiment être dans l'empathie, chercher quel est le besoin des utilisateurs. Donc, le design thinking, c'est à la fois une démarche et un état d'esprit, c'est une posture. Comme vous le savez, c'est une démarche qui se structure en 4 étapes, puisque ce sont les 4 grandes étapes que l'on retrouve dans le challenge et que notamment vous allez suivre tout au long de cette année scolaire. Donc, pour rappel, il y a l'étape 1 correspond à l'identification d'une problématique. Donc, c'est l'étape dans laquelle on se trouve actuellement depuis votre inscription jusqu'à la date du hackathon, donc jusqu'au début décembre. L'étape 2, c'est celle qui correspond à la recherche de solutions. Imaginez une solution. S'ensuit l'étape 3, qui est la réalisation de la solution qui a été identifiée. Et enfin, l'étape 4, qui correspond à la pérennisation et le partage de la solution réalisée ou du prototype qui a été réalisé. Donc, autour de cette démarche du design thinking, c'est tout un dispositif qui a été mis en place. Donc, c'est à la fois un réseau d'acteurs et des outils pédagogiques, donc notamment des outils qu'on met à votre disposition. Donc, je vais revenir plus en détail par la suite sur chacune de ces 4 grandes étapes, mais c'était pour vous faire un rappel de cette démarche du design thinking qui se structure vraiment en quatre grandes étapes. Dans la démarche d'un projet. Donc, le design thinking, c'est une méthode qui est centrée sur l'humain. Donc, au lieu de faire à la place, on fait avec, en regardant les besoins des utilisateurs, des gens. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est c'est une démarche empathique.
comprendre les besoins et les motivations des utilisateurs. C'est également une méthode collaborative. Donc, au lieu de travailler seul, on travaille ensemble, en équipe. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point où on est à l'écoute des autres et on s'enrichit des points de vue de chacun et des propositions qui peuvent être faites par l'ensemble des membres du projet. Donc, le design thinking, c'est centré sur l'humain, comme je vous le disais, créatif et pertinent pour résoudre les problématiques du monde réel. Également, c'est une méthode qui est fondée sur la pratique. Donc, c'est-à-dire que plutôt que simplement d'inventer des solutions et de rester dans le stade des idées, elle encourage constamment à aller dans la réalisation, dans la pratique et dans la création de prototypes ou de choses qui vont nous permettre de tester notre solution auprès de publics. Également, elle est expérimentale, donc puisque l'on passe par plusieurs stades, plusieurs étapes où on teste une solution pour savoir si elle est pertinente ou si elle n'est pas pertinente. Donc voilà, ce n'est pas un processus qui est linéaire. On peut se tromper et je dirais pas qu'on doit se tromper, mais il arrive qu'on se trompe. Donc voilà, bien en faire prendre conscience aux élèves et qu'ils ne restent pas frustrés là-dessus et que c'est comme ça également qu'on apprend, on teste. Voilà, ça c'est un petit peu une démarche d'essai-erreur. Voilà. Et enfin, c'est une méthode qui est innovante. Donc, dans cette démarche de créativité, on s'efforce d'inventer de nouvelles solutions. Donc, voilà, pour ça. Ce qui compte sur la méthode du design thinking, c'est l'état d'esprit. Donc, c'est-à-dire, c'est la posture que nous allons avoir, que vous allez avoir en tant que participants, que personnes qui vont mener le projet. Donc, vous, enseignants qui créez le cadre, qui menez un petit peu le projet, et les élèves qui, eux, prennent part entière au projet. Donc, voilà, c'est vraiment cette posture. Donc, dans l'état d'esprit du design thinking, on est libre de tout préjugé. Donc, on va se laisser surprendre par le processus parce que les personnes concernées par le projet vont exprimer, vont ressentir et donc ainsi, on va pouvoir comprendre réellement leurs problématiques. Donc, il s'agit de voir le monde avec vraiment un regard neuf, être curieux. Voilà, et donc vraiment basé sur le lâcher-prise, accepter, comme je le disais tout à l'heure, d'échouer, de réessayer, voilà, de faire des erreurs parce qu'on n'a pas forcément toujours la bonne réponse dès le premier essai. Et enfin, on reste foncièrement optimiste en la capacité de tous d'être des acteurs du changement. Voilà, il faut voir les problèmes du quotidien comme des opportunités et sur la conviction qu'une poignée de gens qui travaillent ensemble de façon innovante peut faire changer les choses. Voilà, donc jouer sur les contraintes que peuvent rencontrer, qu'on peut rencontrer dans le quotidien et justement les transformer en occasion d'apporter de nouvelles solutions assez contraintes. Donc voilà pour ça. Je sais pas s'il y a des questions pour le moment. Je suis désolée, vous pouvez commencer à les poser et je verrai je les lirai par la suite puisque comme je vous l'ai dit, pour le moment j'ai malheureusement pas accès. Hop, je suis désolée, j'ai pas accès, j'arrive pas à visionner les questions. Donc maintenant, comme je vous le disais, je vais revenir sur le processus en 4 étapes du design thinking. Donc, hop, je vais revenir sur cette fiche outil. Normalement, voilà, elle est accessible sur le site du challenge. Je vais essayer d'agrandir pour que ce soit plus visible pour tous. Voilà. Donc,
C'est une démarche, comme on l'a vu, en 4 étapes. Donc, la démarche du design thinking, elle est cadrée. Elle a un processus à suivre et ce processus-là, c'est le processus qui va vous aider à vous focaliser sur ce qui est important, réellement important, et qui va vous permettre d'avancer vers la réalisation de la solution. Donc, il y a donc cette première étape. Donc, dans le cadre du challenge, cette première étape correspond à l'étape d'inspiration. Donc, qui consiste à identifier, à bien définir et à comprendre la problématique du point de vue des acteurs qui sont concernés par cette problématique-là. Donc, quand on dit justement que c'est une démarche qui est centrée sur l'humain, en effet, elle va partir des besoins existants qui sont constatés et qui sont réels. Donc, pour ça, plus on est forcément sur le terrain, plus on est dans la documentation, plus on est dans l'enquête, dans la compréhension de la problématique par les personnes concernées, plus on va être capable de cerner clairement le problème, ce qu'il y a derrière ce problème, qui est concerné par le problème, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, et ça va vous permettre d'identifier réellement le point sur lequel vous allez pouvoir agir. Donc voilà, en essayant, comme j'ai pu le mentionner à certains d'entre vous, d'aller vraiment rencontrer des gens, poser des questions, son entourage, ça peut même être vous, les enseignants, voilà, des personnes dans la ville, peu importe au vu des moyens de chacun, mais vraiment avoir cette démarche de documentation. Ça peut être voilà, se documenter via Internet également, mais voilà, faire de la recherche du terrain. C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier au mieux un problème. Donc, c'est donc cette étape-là qui permet de partir vraiment sur de bonnes bases. C'est l'étape certainement la plus compliquée, la plus difficile, je vous l'avoue, mais qui est cruciale dans ce projet. Et quand vous aurez pu identifier réellement le problème sur lequel vous souhaitez travailler, eh bien, je pense que tout après ira simplement. Donc, si on n'a pas bien identifié et compris la problématique, si on n'a pas su identifier le point sur lequel on souhaite agir, eh bien, la solution à l'issue de ça risque de ne pas être tout à fait pertinente pour les personnes qui seront concernées. Donc, justement, une fois que cette enquête va être bien menée, quand les élèves se seront bien documentés, qu'ils sauront aller voir les acteurs qui seront concernés, qui se seront renseignés, qu'ils auront questionné également leur entourage et qu'ils auront bien formulé la problématique de façon positive, on pourra lancer, vous pourrez vous lancer dans la seconde phase, dans l'imagination de solutions. Donc, j'insiste par contre sur la formulation de la problématique qui, elle, doit être à la fois formulée de façon extrêmement positive. Donc, vous pouvez commencer la phrase par « Comment peut-on faire pour ?» Et puis, voilà, comment peut-on faire pourquoi? Et voilà, et la formuler vraiment de façon positive. Et j'insiste également sur le fait qu'elle doit être aussi concrète que possible. Vraiment, ne pas rester vague, mais vraiment savoir sur quel problème on veut travailler. Donc voilà, quand cette première phase sera bien fixée, bien définie, que vous aurez votre problématique, vous saurez sur quoi travailler clairement, on pourra enchaîner sur la seconde phase. Donc, la première phase, là, d'identification d'une problématique, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du challenge, elle a lieu donc maintenant et elle reprendra et elle se finira par contre, début décembre, donc à l'issue de la journée de hackathon, puisque c'est lors de cette journée qu'on va accompagner les élèves dans vraiment une démarche voilà, on va les pousser à la réflexion réellement au vu de ce qu'ils auront pu déjà faire en classe. On va les aider vraiment à voir ce qu'il en ressort, à avoir une démarche de créativité. Et à l'issue de ça, ils auront vraiment la problématique la plus
voilà, la plus concrète possible et l'outil numérique qui sera le plus approprié au vu de la problématique identifiée. Et donc, je vous rappelle bien que l'outil numérique, donc l'application ou le site Internet, vient dans un second temps, c'est-à-dire qu'on identifie cet outil après avoir bien travaillé sur la problématique, après qu'on sache vraiment réellement ce sur quoi on veut travailler. À l'issue de ça, on pourra se poser la question de qu'est-ce que je veux mettre en place, quelle solution je souhaite mettre en place pour répondre à cette problématique. Donc voilà, cette journée de hackathon permettra de faire la transition entre ces deux phases. Donc, à l'issue de la première phase d'identification d'une problématique, on passe à l'étape 2, donc l'étape d'imagination de solutions. Donc, la journée notamment de hackathon va permettre d'imaginer cette solution. Donc, la recherche de solutions, elle consiste clairement à produire de nouvelles idées pour résoudre la problématique qu'on s'est donnée. Donc, pour avoir le plus de solutions, le secret, c'est d'en avoir le plus possible. Plus on a d'idées et plus on a de chances que ce soit des solutions pertinentes. Donc, il faut s'efforcer collectivement d'aller de l'avant et de permettre aux élèves d'oser les idées folles. Donc, vraiment, de leur suggérer de tout se permettre et au vu de la problématique identifiée, quelles solutions on pourrait imaginer. Voilà, tout type de solution vraiment qu'ils osent, qu'ils se lâchent un petit peu et voilà, n'hésitez pas à leur dire d'oser les idées folles au vu de la solution qu'ils peuvent imaginer. Et notamment dans cette phase de recherche, d'imagination de solutions, on peut utiliser notamment des techniques qui sont propres au design thinking et notamment, on parle beaucoup de la technique qui est celle du brainstorming. Et donc, cette technique, si vous souhaitez l'initier dans le cadre du challenge, excusez-moi, alors j'ai juste une petite info de la part de ma collègue Marlène. Elle me transmet les questions. J'y répondrai après, mais du coup, je vois qu'il y a des questions. Donc, merci. Donc, du coup, je reprends sur la technique de brainstorming. Donc, voilà, j'insiste, c'est vraiment une étape importante dans la démarche du design thinking et qui est relativement pertinente pour identifier des solutions. Donc, voilà, il y a pas mal d'outils qui sont mis à votre disposition pour s'approprier cette démarche. Donc, je vais vous les montrer là pour que vous puissiez un petit peu visualiser à quoi ça ressemble. Donc, quand vous allez, donc quand vous restez pareil dans les ressources et donc il y a dans le manuel donc qui est présent ici, le manuel version longue, vous avez ça reprend les objectifs notamment les objectifs de la séance de brainstorming qui sont vraiment totalement détaillés. Donc là, dans ce manuel-là, vous pouvez les visionner. Normalement, hop, voilà, je vous l'ai mis ici. Donc voilà, là c'est l'idée. En quoi consiste l'étape d'un brainstorming? Donc là, vous avez les fiches. Donc l'objectif de cette étape est de faire émerger un grand nombre d'idées en réponse à votre problématique reformulée précédemment. Voilà. Et puis là, vous avez vraiment les étapes. Comment animer un brainstorming. Voilà, vous avez le détail. Et puis là, vous avez réussi. Donc ça, c'est les détails d'une séance de brainstorming. Et vous avez ici donc les fiches outils que j'ai ouvertes. Voilà. Donc les fiches outils, notamment différentes fiches outils. Et il y a les fiches outils d'exercice de brainstorming où là, comment mener une séance de brainstorming pour justement faire émerger des solutions. Voilà, donc il y a les règles d'un brainstorming, les grandes règles, donc éviter tout jugement, exprimer toutes ses idées, encourager voilà, comme je vous disais, les idées folles, extravagantes, etc. Et puis, voilà, décrire la solution. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une technique très pertinente et vous allez le voir si vous l'initiez. Il y a énormément de solutions qui vont émerger des élèves. Donc, je vous conseille très fortement de l'utiliser, tout comme les autres outils voilà, qui sont très pertinents. Mais voilà, l'étape de brainstorming peut être pas mal pour l'identification d'une solution. Voilà. Donc, voilà, vous allez voir qu'on aboutit toujours à des solutions avec ce processus de brainstorming et généralement, ça va être des solutions qui sont plutôt assez pertinentes de la part des élèves.
Donc, quand on a inventé plein de solutions, au vu de la problématique identifiée, forcément, elles ne sont pas toutes réalisables par les élèves et pas forcément toutes pertinentes vis-à-vis de la problématique. Enfin, voilà, voilà, la pertinence, voilà, c'est pas forcément toujours réalisable. Du coup, il va falloir faire un tri à l'issue de cette phase de brainstorming. Et ça va demander forcément un certain nombre de critères, de choix de sélection, de vote. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez choisir l'action que vous allez souhaiter mener. Donc, vous allez choisir la solution que vous souhaitez réaliser. Donc, voilà, vous aurez, les élèves auront émis plusieurs idées. Et donc là, vous allez vraiment devoir faire un choix parmi toutes ces solutions. Et notamment, choisir peut-être la solution qui paraisse la plus réalisable dans ce contexte et la plus pertinente, voilà, au vu des petites contraintes que voilà dans le cadre du challenge et des moyens qui nous sont et vous sont donnés également. Donc, je tiens juste à vous rappeler qu'il est tout à fait possible à ce stade d'avoir identifié et retenu plusieurs solutions, notamment pour la journée de hackathon. Dans le cas où vous êtes bien avancé sur le problème identifié et sur la formulation de la problématique. C'est-à-dire que si pour la journée de hackathon, les élèves ont pu déjà travailler bien sur le problème sur quoi ils souhaitent travailler, par exemple si c'est les déchets dans la rue, et s'ils ont pu formuler une ou plusieurs problématiques, ils peuvent également tout à fait avoir déjà travaillé sur des idées de solutions adaptées pour chacune des problématiques. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, vous pouvez déjà initier dès à présent cette démarche de brainstorming avec les élèves si vraiment il y a une ou plusieurs problématiques qui ont émergé. Voilà, n'hésitez pas il est tout à fait possible d'en être à ce niveau-là. Et à l'inverse, il est tout à fait possible, et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'auront pas déjà forcément bien avancé sur la solution au vu du problème. L'idée, c'est vraiment que pour la journée de hackathon, chaque classe ait une idée de problématiques, de problèmes sur lesquels ils souhaitent travailler. Et évidemment, il est tout à fait possible et on vous souhaite même que vous ayez plusieurs idées, que les élèves aient plusieurs idées pour qu'on puisse en choisir une à l'issue de cette journée, parce que s'ils viennent avec une seule idée de problématique, et imaginons que ce soit difficilement réalisable ou que c'est un petit peu complexe, il faudra peut-être reprendre tout le travail du début. Donc voilà, n'hésitez pas à leur suggérer de venir avec 2 ou 3 idées. Un problème, ça peut être sur les déchets, et puis en faire ressortir 2 ou 3 problématiques si c'est le problème sur lequel ils souhaitent travailler. Voilà, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, les élèves peuvent tout à fait avoir en tête plusieurs solutions qui sont même associées à une seule problématique. C'est tout à fait envisageable. Et nous, lors de cette journée de hackathon, on les aidera à faire ressortir une seule idée, on va dire l'idée la plus pertinente lors de cette journée. Voilà, la plus pertinente au vu de la faisabilité, du fait que ce soit réalisable, etc. Voilà, nous, on va les aider justement à pouvoir repartir avec un plan d'action qui soit validé, et dont on soit sûr qu'il soit réalisable, pour qu'après, à l'issue de ça, ils puissent entamer la 3e phase. Donc, du coup, justement, la 3e phase qui consiste en la phase de réalisation, donc d'expérimentation. Donc, dans le cadre du challenge, c'est la phase d'expérimentation, de prototypage de la solution numérique. Donc, cette 3e phase, elle débute dès janvier, puisque à l'issue de la journée de hackathon, il y aura, c'est sur les 2 premières semaines de décembre, comme je vous l'ai dit, et puis après, il y aura les vacances scolaires. Donc, voilà, le temps que les élèves puissent faire également un débrief à l'issue de la journée de hackathon aux autres élèves qui n'ont pas pu être présents. La phase de prototypage débutera en janvier à l'issue des vacances scolaires. Donc, cette étape de réalisation, donc cette 3e étape de réalisation de la solution, qui correspond donc à la phase de prototypage, consiste donc du coup ça va être l'idée, c'est de réaliser le prototype ou la solution. Donc c'est en faisant les choses qu'on va se rendre compte
que ce qu'on a pensé être peut-être une solution idéale, que peut-être elle ne sera plus forcément tout à fait adaptée ou du moins qu'elle sera à revoir. Donc vraiment, l'idée, c'est de commencer à créer un prototype pour voir la faisabilité de la solution. Et donc pour cela, on va vérifier la solution en faisant dans un premier temps un prototype. Donc l'idée, ça va être de confronter les personnes qui sont concernées par la solution et de leur demander leur avis, donc de tester la solution pour savoir si ça fonctionne, si elle est pertinente. Et évidemment, si on ne peut pas le faire directement auprès des personnes qui sont concernées, eh bien, on conseille, voilà, les élèves peuvent se concerter avec des personnes un petit peu plus qualifiées, qui peuvent leur donner, leur apporter un regard extérieur. Donc, je pense notamment aux mentors qui seront là pour ça, mais il est tout à fait possible d'aller à leur rencontre de collectivités, de la mairie, voilà, que les élèves n'hésitent pas à faire tester, si c'est pas forcément aux personnes qui sont concernées par la solution, mais le faire tester à des personnes extérieures qui ne sont pas partie prenante du projet, pour que justement ils apportent leur regard extérieur et qu'ils puissent peut-être conseiller, apporter un regard sur la pertinence de l'outil et savoir si ça va marcher, pour qu'ensuite les élèves puissent savoir s'ils continuent dans cette lancée ou s'il y a des choses à revoir. Donc l'idée, c'est de montrer ce prototype. L'idée de montrer ce prototype, c'est de pouvoir itérer, donc c'est-à-dire de prendre en compte les retours qui auront été faits aux élèves et derrière de pouvoir améliorer la solution, de pouvoir revenir sur certaines choses qui ont déjà été faites très certainement, de pouvoir réajuster un petit peu et de trouver justement la solution la plus adaptée au vu de la problématique. Donc, quand cette solution sera validée, et s'il n'y a plus besoin vraiment de revenir dessus, si on pense que voilà, on a pu faire une petite enquête terrain et que là, les élèves ont tous les éléments pour avancer dessus, et c'est à l'issue de ça que la phase de mise en action réelle va prendre forme, et que les élèves vont réellement, à l'issue de ça, pouvoir déployer leur solution numérique. Donc voilà, durant cette phase, donc qui va durer, pour rappel, qui va durer de janvier jusqu'à fin mai, les élèves vont donc réaliser leur solution, faire un prototype et réaliser la solution numérique. Donc je vous rappelle également que n'ayez pas de peur quant au fait que vous n'avez peut-être pas de compétences ou d'appétences techniques sur tout ce qui est numérique, informatique, création d'applications, de sites web, puisque comme j'ai pu le dire à certains d'entre vous, on met notamment à disposition beaucoup d'outils sur cette plateforme dans la partie ressources, objets numériques, où on vous suggère des plateformes à utiliser, des tutoriels à visionner. Voilà, il y a beaucoup de choses, tout est possible. Voilà, rassurez-vous, rassurez les élèves. Oui, ils vont pouvoir créer quelque chose et avoir un rendu, et ils pourront en être fiers. Donc voilà, je reviendrai plus tard sur ces outils, mais voilà, rassurez-vous si vous l'allez consulter, et puis on va l'alimenter un petit peu encore. Mais dans la partie ressources et objets numériques, donc juste ici, voilà, vous avez des idées, des suggestions de plateformes à utiliser pour concevoir un site internet ou une application. Donc maintenant, je reviens du coup j'enchaîne avec la quatrième phase, la quatrième étape, donc qui est celle dans le cadre du challenge, donc de l'étape de présentation, qui correspond à la journée de jury. Donc voilà, à l'issue de ça, il va s'agir de partager l'expérience vécue. Voilà, les élèves vont partager un petit peu leur expérience de ce challenge. Et donc, l'idée de ce partage, notamment dans une démarche de design thinking, elle est double. À la fois d'un point de vue pédagogique,
Elle est source de fierté pour les élèves, réellement. C'est la possibilité pour eux d'avoir des apprentissages qui sont liés à l'expression orale, à l'expression écrite, au travail en groupe, à savoir collaborer, également à un travail sur de nouveaux supports avec l'utilisation d'outils numériques. Donc voilà, c'est pour eux de nouveaux apprentissages, un développement de nouvelles compétences. Et également, c'est aussi cette prise de recul à la fin pour les élèves où ils vont pouvoir raconter l'histoire de leur projet. Ça va leur permettre d'asseoir un petit peu les apprentissages qu'ils auront eu tout au long de la démarche, tout au long du projet sur l'année scolaire. Et donc, ça va leur permettre de prendre du recul par rapport à la pertinence des choses qu'ils auront pu faire jusque-là et par rapport également à l'impact que ça aura eu sur eux. Voilà, ils vont pouvoir revenir sur toutes les étapes par lesquelles ils sont passés et se rendre compte que voilà, c'est un travail qu'ils auront pu réaliser de A à Z jusqu'au bout par eux-mêmes. Ce sera leur travail, voilà, ils auront été acteurs du début jusqu'à la fin. Donc voilà, voilà pourquoi c'est une démarche qui est très très pertinente et très valorisante pour les élèves. Et donc le dernier aspect de ce partage-là également dans cette phase, c'est également le partage avec le reste des personnes qui peut-être se sont posées la même question, la même problématique et qui se disent qu'est-ce que moi je pourrais faire pour trouver une solution. Et donc l'idée c'est de s'inspirer de ce qui a été fait pour aller de l'avant et comprendre ce qui n'a pas marché et de comprendre également les erreurs. Donc voilà. Et cette étape, donc cette journée de jury, elle aura lieu normalement en juin. Et là, elle rassemblera toutes les équipes de toutes les villes, puisque ce sera une seule journée, contrairement à la journée de hackathon où là chaque ville a sa journée. Là, la journée de jury rassemblera chaque représentant, des représentants de chaque classe. Mais j'y reviendrai évidemment plus tard. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu pour vous recontextualiser le challenge. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des questions que donc ma collègue m'a transmises. Je vais voir si j'ai toujours pas accès. Hop, je suis désolée, je vais enlever. C'est normal si ça vous paraît étrange, vous allez me revoir dans 2 minutes. Voilà. Je regarde si j'ai accès ou pas aux commentaires. Et toujours pas, je ne comprends pas pourquoi, c'est embêtant. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, je vais juste dire. Alors, du coup, il y avait Damien, ok. Alors, Madame Tartas, si nos élèves ne concrétisent pas de problématiques d'ici décembre, pouvons-nous quitter le projet? Alors, en fait, même si les élèves n'ont pas réussi à élaborer une problématique, c'est pas du tout une condition pour venir pour être présent au hackathon. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre la pression sur le fait d'avoir une problématique bien claire, bien définie, comme je le disais tout à l'heure. Nous, on les aidera lors d'ateliers durant toute cette journée à vraiment élaborer une problématique s'ils n'ont pas réussi à en faire ressortir durant les premières semaines. Donc, n'ayez crainte là-dessus. Simplement essayer de leur initier un petit peu la démarche, de les rendre acteurs, de se poser les bonnes questions, quels sont les besoins des gens dans ma ville, quelles problématiques j'ai pu identifier. Voilà, essayez vraiment de leur faire qu'ils aient cette démarche, mais s'il n'y a pas eu de problématique qui en est ressortie, voilà, ne vous inquiétez pas, voilà, nous, on met pas de conditions là-dessus et on fera en sorte qu'à l'issue de la journée de hackathon, ils ressortent avec une problématique bien claire, bien définie et un projet qui les motive. Donc voilà. Après, si c'est un souhait de quitter le projet, bon, on est bien.
c'est tout à fait envisageable, mais voilà, si votre question c'était plus est-ce qu'il faut absolument avoir une problématique pour être à la journée du hackathon, non, c'est pas une condition. Nous, ce qu'on souhaite, c'est juste que les élèves, dans un premier temps, viennent avec plutôt une idée d'un thème sur lequel ils souhaitent travailler. Donc, j'ai pris le thème des déchets dans la ville, mais si après ils sont plus familiers avec un thème qui les concerne eux vraiment personnellement en tant qu'élèves, et que ça peut être un projet dans le cadre de leur établissement scolaire, c'est tout à fait possible aussi. S'ils se sentent plus proches de ça, eh bien, c'est entièrement faisable, et c'est notamment ce qui a été fait l'année dernière pour certaines classes. Donc voilà, il est tout à fait possible de travailler là-dessus si ça les rassure et s'ils se sentent plus concernés. Alors, j'ai une autre question. Ah oui, alors, il y a un ou une enseignante qui me dit attention, en lycée, notre établissement étant centre d'examen, les cours se terminent début juin. Il nous faudra aller plus vite. Ouais, très bien. C'est vrai qu'on a conscience des délais, et c'est pour ça que pour le moment, on n'a pas encore fixé de date. Et voilà, je vous dis, c'est jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais vers mai, on termine le projet. Ce sera peut-être un petit peu avant. Là, je vous refais un petit peu le planning de l'année dernière. Donc l'année dernière, le hackathon a eu lieu en juin, enfin le 1er juin, pardon. Mais voilà, on va s'adapter au vu des conditions de chaque établissement et des plannings. Voilà, mais c'est pour que vous ayez une idée de comment de l'agenda un petit peu du challenge. Ok, super. Donc, ravie que l'enseignante, Madame Tartas, soit rassurée pour la problématique. Je suis très contente. Voilà, pas de crainte là-dessus. J'insiste vraiment. Je suis désolée si c'est pas forcément très clair, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu comment se structure le challenge que nous on vous propose. Voilà, quelles sont les 4 grandes étapes, mais on est aussi là pour vous accompagner au maximum. Et cette journée de hackathon, vous allez voir, c'est une journée hyper pertinente pour les élèves et qui va un petit peu les remotiver, les relancer dans cette dynamique qui vraiment va les encourager pour aller jusqu'au bout du projet. Ils vont pouvoir rencontrer les autres classes, ils vont pouvoir rencontrer nous, les animateurs. Voilà, ils vont rencontrer plein de monde et c'est une très belle journée. Donc, ils se découragent pas. Sincèrement, motivez-les justement à venir à cette journée et à essayer de commencer à travailler, à réfléchir. Mais s'ils ont du mal, c'est pas grave, nous on sera là. Et puis voilà, pareil comme je vous disais, si même pour vous c'est peut-être un petit peu difficile, vous savez pas forcément comment vous y prendre au début pour les amener à la réflexion, n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition, les manuels que j'ai pu vous montrer dans les ressources. Voilà, si vous avez un petit temps, prenez, je sais pas, 15-20 minutes pour lire les manuels et pour voir à quoi correspond là dans cette phase d'inspiration, d'identification d'une problématique. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans le cadre de vos séances après les vacances scolaires? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour aider les élèves à ce qu'il y ait une problématique qu'il en ressorte, des problèmes sur lesquels ils souhaitent travailler, faire de l'enquête terrain, faire des questionnaires, pouvoir aller interroger des gens, faire de l'observation. Voilà, il y a différentes manières de procéder et comme je vous le disais, l'une des plus pertinentes, c'est notamment de vraiment regarder ce qui se passe et aller au contact du terrain, pas seulement réfléchir par soi-même, mais essayer de comprendre et d'observer. Est-ce qu'il y a une autre question là? Ah, super, merci. Donc, il y a l'enseignante du lycée qui m'a répondu que pour le 1er juin, c'est possible. C'est très clair et c'est top. Donc, merci pour vos réponses. Je suis rassurée de vos retours. Et j'anticipe également peut-être une question qui pourrait, que vous pourriez vous poser. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais revenir là-dessus. C'est la difficulté peut-être pour les élèves de se retrouver dans les thématiques proposées. Et comme je le disais, le plus important dans une démarche de design thinking et dans le cadre du challenge, c'est que les élèves se sentent concernés et qu'ils comprennent pourquoi la problématique, elle est importante et qu'ils soient en situation d'empathie vis-à-vis de ça.
Donc, plus la problématique est abstraite pour eux, plus elle est éloignée de leur quotidien, moins ils vont se sentir concernés. Ça, c'est évident. Donc, la solution pour ça, je vous le disais juste avant, c'est de partir de l'observation. Pour rentrer dans le projet, on va aller observer sur le terrain. C'est-à-dire que les élèves vont par exemple dans leur ville et se demander quelles sont les problématiques qu'ils peuvent observer. Donc juste voilà, ou par exemple leur dire bon bah sur votre chemin de l'école, donc de chez vous jusqu'à l'école, essayez un petit peu de prendre conscience de ce que vous êtes en train de voir, pas simplement de baisser la tête, mais regardez qu'est-ce que vous observez. Voilà, dans un premier temps, faire cette phase d'observation. Quand on sort de l'école, il y a énormément de choses dans la ville. On n'est pas seul, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une vie. Donc, il suffit juste d'avoir un œil attentif et d'être observateur. Et de se faire, par exemple, un guide d'observation. Donc, si vous voulez, je peux en profiter pour vous le montrer. Donc, je vais repartager une fois de plus mon écran. Donc, attention. Hop. Tac. Voilà. Alors, il y a un petit guide que je retrouve. C'est dans les fiches outils. Et donc voilà, c'est par exemple dans cette première phase. Donc là, toutes ces fiches outils en orange correspondent à la première phase d'identification d'une problématique. Donc vous avez vraiment des manières totalement différentes, variées et possibles pour aider les élèves dans l'expression d'identification d'une problématique et d'un thème. Donc vous pouvez travailler sur les rêves, les difficultés. Donc là, comme vous le voyez, nos rêves, nos difficultés, j'aimerais tant que dans notre école, 3 petits points, je vous conseille de changer notre école par notre ville, puisque le projet s'axe sur la ville solidaire, donc ça évite de les limiter dans la réflexion sur vraiment ce qu'ils vivent au quotidien en tant qu'élèves, mais plutôt d'élargir sur j'aimerais tant que dans ma ville, 3 petits points. Voilà. Simplement changer ça pour éviter qu'ils se centrent uniquement sur les problématiques liées au collège ou au lycée. Également, il y a les fiches outils, les 5 pourquoi, il y a voilà, les objectifs indicateurs. Donc, voilà. Et donc, ce dont je vous parlais, il y a aussi les techniques d'enquête. Donc, différents types d'enquêtes peuvent être menées. Voilà, en se posant des questions, qu'est-ce que je recherche? Ils peuvent également mener des entretiens, donc il y a une grille d'entretien qui est proposée. Vous pouvez vous en inspirer, mais également voilà, la revoir à votre façon, comme vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. C'est pas c'est des outils que vous pouvez utiliser, mais après vous les appropriez comme vous le souhaitez, bien évidemment. Et là, voilà, donc ce dont je vous parlais, mener des observations. Donc, ils prennent cette petite grille, qu'est-ce que vous observez là, voilà, vous leur donnez un contexte, et puis ils peuvent faire ça également par petits groupes, aller par un groupe de 5 dans un endroit, vous consacrez un petit temps, ou voilà, au vu de ce qui est possible, vous leur donnez une grille d'entretien, d'observation, pardon, et puis voilà, pour voir ce qu'ils peuvent observer dans la ville. Donc voilà, il y a tous ces types d'outils qui peuvent être utilisés dans la phase d'identification de problèmes, si pour eux c'est difficile de se sentir concerné par une problématique ou d'identifier vraiment un problème. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce guide d'observation notamment, ce guide d'entretien. Donc voilà, comme je le disais, c'est vraiment pertinent d'aller directement sur le terrain, d'aller se renseigner, se documenter. Et à l'issue de ça, les élèves, l'idée c'est qu'ils se disent, c'est quoi les choses qu'on a observées à l'extérieur qui nous paraissent bizarres, dérangeantes, qu'est-ce qui n'est pas normal à notre avis. Et dans cette observation terrain, l'idée est de leur faire prendre conscience que ce qu'ils observent les concerne, puisque les concerne aussi, puisque c'est la ville dans laquelle ils vivent. Donc, par exemple, s'ils voient des déchets, s'ils entendent du bruit, voilà, ça les concerne tout autant, plus ou moins après, mais voilà, c'est quelque chose qu'ils ont pu observer et que si eux ne le vivent pas au quotidien, certainement d'autres personnes sont concernées. Donc, l'idée, c'est de les faire réfléchir seuls dans un premier temps ou en petits groupes
pour que chacun puisse, à l'issue de ça, pour que chacun puisse exprimer ses idées et qu'ils se sentent concernés par le sujet, le thème, et qu'ils ne suivent pas simplement l'idée d'un autre. Donc vraiment que chacun puisse prendre un temps et dire ce qu'il a pu observer. Comme ça, après, vous faites un petit débrief général sur ce qu'il en est ressorti pour chacun. Voilà. Voilà pour ça. Donc voilà, j'insiste bien sur tous ces outils qui sont vraiment pertinents. Les deux manuels, c'est des manuels similaires, mais voilà, plus ou moins détaillés pour mener chaque séance si ça peut vous aider. Voilà, donc je vais revenir. Hop. Et alors, je crois qu'il y a une autre question. Ah non, il n'y a plus de questions pour le moment, visiblement. N'hésitez pas, hein, surtout si vous avez encore des interrogations. Je vois que vous êtes 8 actuellement. Peut-être une autre chose oui, que je voulais vous mentionner, c'est d'être vigilant sur ce que, voilà, si pour certains, vous en êtes déjà à imaginer peut-être une ou plusieurs, enfin, des solutions au vu de la problématique, être vigilant sur le fait que cette solution et même le problème identifié, que tout ça vienne vraiment des élèves, voilà, qu'ils soient acteurs, rendez-les acteurs du projet et faites attention. Voilà, c'est pas toujours évident, mais de ne pas les induire dans leur réflexion, de ne pas les orienter, ne pas décider à leur place. Voilà, l'idée c'est de mettre un cadre, de poser un cadre, un contexte, et eux, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Donc leur montrer vraiment que c'est eux qui font du début à la fin et qui sont acteurs. Également, sur la solution, s'il y en a qui ont commencé à y réfléchir ou qui vous en parlent au début, puisque vous leur avez sûrement présenté le challenge comme quelque chose ils vont créer une solution numérique. Donc peut-être que eux, souvent, l'idée c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer avant de penser au problème. Donc faire attention si les élèves parfois ils vont, et c'est normal, être un peu trop ambitieux sur la solution ou les solutions qui vont identifier au vu de la problématique. Donc, c'est pas, je vous dis dans un premier temps de les laisser vraiment acteurs et libres dans leur réflexion, et après, dans un second temps, je vous dis de faire attention au cadre. Simplement, laissez-les dans leur réflexion d'identification d'une problématique et d'une solution. Et même si parfois ils peuvent paraître un peu trop ambitieux et que c'est pas forcément réalisable, la journée de hackathon est aussi là pour les aider à revoir leurs idées, à les restructurer, à leur faire prendre conscience sur la faisabilité de la solution imaginée et de celle qui pourrait être la plus appropriée. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience par eux-mêmes, qu'ils essaient de trouver par exemple une solution alternative. Donc, vous pouvez également leur suggérer sur la faisabilité de la réalisation et les faire questionner surtout de quoi ils auraient besoin pour concevoir cette solution plutôt. Voilà, si ils souhaitent faire quelque chose de peut-être un peu trop ambitieux, leur poser la question et à votre avis, de quoi vous pourrez avoir besoin pour concevoir ça, pour faire cet outil numérique, ce projet. Donc là, ils vont peut-être pas forcément avoir les réponses. Donc, vous pouvez leur suggérer d'aller justement se renseigner là également, d'aller voir des personnes qui sont peut-être un peu plus expérimentées là-dedans pour répondre à ces questions en attendant justement la journée de hackathon. Et donc voilà, allez voir si eux n'ont pas de réponse par eux-mêmes, allez voir des personnes spécialisées pour répondre à leurs questions, voilà, ou leur dire d'attendre la journée de hackathon et de proposer toutes ces idées lors de cette journée. Également, si pour certains c'est difficile de trouver un projet, de se projeter, de s'investir, de se motiver là-dedans, vous pouvez tout à fait leur montrer les autres projets qui ont été créés, imaginés l'an dernier.
pour leur dire que c'est tout à fait possible, parce que pour certains élèves, on a tout à fait conscience que ils peuvent se dire mais moi je suis pas capable de faire ça, c'est beaucoup trop ambitieux, c'est beaucoup trop gros, comment on va faire ça? Et ben vous pouvez leur dire que des élèves lambda, des élèves comme eux, des collégiens, des lycéens qui n'avaient pas de compétences dans n'importe quel domaine, ont pu le faire, le réaliser, donc c'est possible, et ça va peut-être permettre aussi de les encourager, de les motiver, et qu'ils s'inspirent aussi de ce qui a pu être fait l'année dernière. Donc vraiment, voilà, vous pouvez leur suggérer de regarder. Et si vous voulez, je ne sais pas si vous avez tous pu voir justement le book des projets. Je me permets du coup de vous repartager mon écran pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver ce petit book avec les projets de l'an passé. Donc comme depuis le début, c'est sur le site du challenge. Donc c'est sur la première page d'accueil. Hop, donc voilà, le challenge. Et donc là, vous descendez et juste ici, retrouvez l'ensemble des projets réalisés par les élèves à la première édition du challenge Innovavenir. Donc vous cliquez sur le document et vous tombez sur le book des projets qui répertorie donc très succinctement les projets qui ont pu être réalisés. Comme ça peut donner une idée. Et puis vous pouvez dans un premier temps vous en inspirer, regarder un petit peu ce qui a été fait, et puis dans un second temps, pourquoi pas les montrer également aux élèves si vous voyez qu'ils ont un petit peu de difficulté, ou simplement voilà pour leur montrer que c'est possible. Je suis désolée, le document charge, donc voilà. Hop, et là voilà, vous avez un projet par page. Donc voilà, si ça peut vous aider. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce site internet qu'on met à votre disposition, et on essaie de mettre bon nombre d'outils, de ressources, également on met des vidéos pour que les élèves puissent s'imprégner un petit peu du thème, de la thématique. Donc je vous conseille très fortement d'aller la consulter dans un premier temps. Et puis de montrer un petit peu l'existence de cette plateforme aux élèves, de voir ce qui est disponible pour eux, pour qu'ils puissent s'en imprégner au maximum, s'imprégner du sujet, et qu'ils puissent voilà, être vraiment comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, là il y a des témoignages, par exemple, également des témoignages un petit peu inspirants, donc peut-être que les jeunes peuvent à la fois s'y retrouver pour certains. Donc voilà, ça reprend la thématique du numérique, qu'est-ce que c'est que le numérique, avec des petites vidéos. Voilà, on reprend évidemment le design thinking. Donc voilà, je vous laisse évidemment consulter cette plateforme pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde s'il y a d'autres questions. Le site ou l'application. Alors, le site ou l'application va bien être mis en ligne pour de vrai au moment de la journée de juin. Alors, ça, c'est une question, voilà, on travaille beaucoup dessus. On aimerait beaucoup que ça se passe. Je ne veux pas donner une réponse pour le moment définitive et sûre. Je ne souhaite pas m'avancer là-dessus, donc voilà, je préfère pas dire un oui définitif, puisque pour le moment c'est pas le cas. Mais voilà, on va faire notre possible pour que voilà l'outil, en tout cas l'application ou le site internet puisse voilà, on puisse le visionner. On ne sait pas encore de quelle manière. Voilà, en effet, ça n'a pas été fait l'an passé. On a simplement pu, lors de la journée de juin, les élèves ont pu montrer leur application sur leur téléphone, mais elle n'a pas pu être mise en ligne, c'est-à-dire que on ne pouvait pas y avoir accès. Il y avait seulement eux, en se connectant sur leur application, voilà, sur la plateforme, qui pouvaient nous montrer un petit peu comment ce qu'ils avaient réalisé, mais elle n'a pas pu être mise en ligne. Donc ça, c'est encore une autre étape du challenge. Voilà, qui reste un petit peu qui reste à voir. Et donc pour le moment, voilà, c'est pas forcément sûr, mais voilà, l'idée c'est plus de faire prendre conscience aux élèves tout ce qu'ils auront pu réaliser jusque-là,
toute la démarche qu'ils auront eue, tout ce qu'ils auront fait, puisque c'est vraiment un projet qu'ils auront réalisé de A à Z et qui pourront, voilà, ils pourront en être fiers, ils pourront le valoriser plus tard en disant, voilà, moi j'ai créé ça du début à la fin, je suis passée par telle et telle étape, j'ai utilisé notamment la démarche du design thinking. Donc voilà. J'espère que tout a été clair. J'ai pas voulu être trop longue, malheureusement, je pense que ça a duré bien 1 heure. Donc voilà, merci à ceux qui sont restés jusque là. J'espère que ça a pu un petit peu vous aider, vous rassurer. J'ai essayé de revenir dans les grandes lignes, de vous expliquer les grandes étapes, comment, voilà, quelle est la démarche, la posture à avoir quand on utilise la démarche du design thinking. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis, évidemment, voilà, moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions, si vous avez des interrogations à l'issue de ça. Si vous avez des questionnements, surtout n'hésitez pas. Et puis vous avez tous les outils, comme je vous disais, sur la plateforme, qui vont vraiment vous aider à vous approprier au mieux cette démarche. Et voilà, vous avez les outils à votre disposition. Vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Vous les utilisez. Vous choisissez ceux que vous souhaitez utiliser, ceux qui vous paraissent les plus pertinents, et vous les appropriez vraiment. Et puis voilà, après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Comme je vous le disais, nous, on met un cadre très général qui est, voilà, on souhaite que les élèves puissent imaginer un projet sur le thème de la ville solidaire en concevant une solution qui soit une solution numérique. Oui. Ah, t'as encore des questions? Non. Non? Ok, bah super. Ok. Merci. Super. Bah, du coup, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, comme je vous disais, l'idée, c'est d'avoir créer un outil numérique, un impact social. Et puis voilà, j'espère que tout était clair pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Du coup, j'ai ma collègue qui m'a transmis son ordinateur avec les questions. Donc maintenant, je peux les voir. Donc j'essaie de les visionner en même temps. C'est très clair. Ok, pour de vrai, pardon. Au moment de la journée, j'ai raté. Et donc, je vois qu'il y a eu une question sur le mentor. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Comme j'ai pu le dire à certains, on fait en sorte d'identifier un mentor donc par classe, et on souhaite qu'il soit présent à la journée de hackathon. Donc, voilà, on fait en sorte que chacun des mentors soit là pour cette journée. Donc, de toute façon, on reviendra vers vous pour voilà, quand on aura plus d'informations sur chacun des mentors. Et puis dans tous les cas, évidemment, le mentor sera présent pour suivre le projet. Ce sera vraiment l'idée, c'est d'avoir un petit peu une personne référente pour les élèves sur laquelle ils peuvent un petit peu s'appuyer. L'idée, c'est qu'ils puissent les soutenir, les encourager, les garder motivés jusqu'au bout. Et voilà, qu'ils puissent également les aider à se préparer à la journée de jury, puisqu'on leur demandera de pitcher un petit peu leur projet. Voilà, qu'ils puissent apporter son regard extérieur, les conseiller, les soutenir, les aider, les valoriser, les tenir motivés jusqu'au bout. Et puis voilà, donc on fait en sorte qu'ils soient présents au plus tôt, donc à la journée de hackathon. Et si malheureusement éventuellement ils n'ont pas pu être présents, voilà, ils seront là dès la phase de prototypage. Mais voilà, je préfère vous prévenir au cas où, mais voilà, l'idée du mentor, c'est qu'il soit là à la phase à la journée de hackathon pour pouvoir déjà faire une première rencontre avec le groupe et un petit peu voir le projet sur lequel le groupe va travailler. Et puis voilà. Écoutez, merci à vous. Donc, je suis contente de pouvoir voir les commentaires finalement. Donc, je vois qu'il y en a qui ont commencé peut-être déjà à partir. En tout cas, voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, je peux les visionner, donc j'attends encore quelques minutes pour voir s'il y en a certains d'entre vous qui ont des dernières questions, peut-être des choses que j'ai pas abordées. En tout cas, j'espère que c'était clair pour vous. Voilà, que ça vous a peut-être rassuré pour ceux qui avaient des inquiétudes.
Mais en tout cas, moi, je vous rassure totalement, c'est entièrement faisable et c'est une très, très belle aventure. Donc, je suis ravie de la partager avec vous cette année, de réitérer le challenge et à plus grande ampleur, puisque du coup, voilà, vous êtes implantés un petit peu partout en France et vraiment, c'est vraiment génial. Donc, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer à lors de la journée de hackathon, puisque je vais me déplacer voilà, dans chacune de ces journées. Donc, on va pouvoir se rencontrer, se voir en vrai et voir un petit peu les élèves et le projet. Donc voilà, ça va être vraiment une belle journée, je pense, pour chacune des journées de hackathon. Mais écoutez, si pour vous, il n'y a plus de questions, moi, je vais vous laisser. Voilà, j'espère que ça a été. Je suis encore désolée pour le démarrage. Et puis, j'espère que ça n'aura pas été trop long et que tout est clair. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à l'issue de ça à me rappeler, à m'envoyer des mails. Comme je le dis toujours, je reste disponible pour ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des interrogations. J'y répondrai bien évidemment, comme toujours. Donc, écoutez, je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances. Je vous remercie pour voilà d'être resté jusqu'au bout, d'avoir également posé des questions et puis d'avoir été attentif. Et puis voilà, on se revoit très bientôt. Et puis moi, je reviendrai vers vous pour vous donner de nouvelles indications. Je vous souhaite une très bonne soirée, de belles vacances et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.